Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Alors c'est un nouveau rendez-vous avec Joseph Ruiz. Bonjour Joseph. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors on va proposer les JO dans tous leurs états tous les jours entre midi et 13h. On va avec vous revenir sur les coulisses des Jeux Olympiques avec par exemple dans un instant un sujet sur l'accueil des touristes. On va voir si l'hôtellerie est prête. On parlera de la flamme tout à l'heure, on parlera de la Seine évidemment qui est, on l'a dit avec les débatteurs, devenue un peu une piscine. Et puis on parlera surtout sécurité, c'est un des enjeux clés de ces Jeux Olympiques. Alors d'abord, l'accueil des touristes. On est en direct avec cette question. Pour cette question, les hôteliers sont-ils prêts pour accueillir les touristes à Paris, français ou étrangers? On est en direct avec Franck Delvaux. Bonjour monsieur Delvaux. Bonjour. Alors vous êtes président de l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie pour l'Île-de-France et c'est Joseph Ruiz qui vous pose la première question. Joseph. Oui, 15 millions de touristes, Franck Delvaux, qui sont attendus à Paris. Évidemment, les Jeux Olympiques pouvaient être une bénédiction pour les hôteliers. Est-ce que ce sera le cas? Quel sera le taux de fréquentation des hôtels à Paris pendant cette séquence? Alors 15 millions de touristes, c'est un leurre. On parle de 15 millions de touristes, mais c'est 15 millions de personnes qui ont acheté des billets. Il faut savoir que la moitié des billets, même plus, ont été achetés par des franciliens. Donc en termes de touristes étrangers, Paris, qui est la capitale mondiale du tourisme, reçoit chaque été entre 3,5 millions et 4 millions d'étrangers. Là, si je prends les chiffres du COJO, c'est 1,5 million à 1,5 million d'étrangers. Donc il y aura beaucoup moins de touristes étrangers à Paris cet été. Alors après, pour répondre à votre question, est-ce qu'on est prêt? Oui, nous sommes prêts. Ce qui nous manque, c'est les clients, c'est les touristes, puisqu'aujourd'hui, on a un taux de fréquentation en hôtellerie avant les JO qui est plus proche de 50-55%, très en baisse. Et ça va remonter un peu avec les JO, mais nous ne serons pas complets pendant les JO. Oui, mais Franck Delvaux, je comprends pas. Normalement, votre million, il est supplémentaire. Il devrait s'ajouter aux 3 millions de touristes classiques. Et là, vous faites une soustraction, c'est ça? Pas du tout, parce que quand vous prenez, par exemple, les arrivées dans les aéroports, Orly-Roissy, ADP communique sur des moins 15% en arrivée de touristes étrangers. Vous prenez par exemple les touristes du Moyen-Orient, eux ne sont pas du tout passionnés par les JO, donc ils viendront pas, ils iront plutôt peut-être à Londres ou ailleurs. Et puis un touriste qui veut visiter Paris, c'est-à-dire qui veut voir le Louvre, Château de Versailles, les grands magasins, les Champs-Élysées, s'il n'est pas intéressé par les JO, il ne va pas venir. Alors, oui, aujourd'hui Paris... Ouais, donc c'est une soustraction quoi. Hein, c'est incirculable Paris aujourd'hui. Hein. On est en train, il y a 45 000 barrières qui ont été mises, on pense qu'on est dans un zoo. Vous avez la voie depuis ce matin du périphérique et de la 1 à la 13 qui est fermée, réservée aux JO, alors que les JO, il n'y a personne sur cette voie-là, à part quelques taxis et des voitures de police. Paris est complètement embouteillé, donc super idée d'avoir mis cette voie-là dès le 15. Moi, ça m'inquiète énormément pour la rentrée économique du mois de septembre, si on a toujours ça. Non, on est loin de la fête. Hein, alors, Joseph Ruiz. Oui, on sent bien, en tout cas, dans ce que vous nous partagez aujourd'hui, Franck Delvaux, président de l'UMI IDF, qui a une forme de désillusion. Certains avaient un peu alerté sur cette possibilité-là. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une véritable désillusion ou est-ce que vous vous attendiez à de tels chiffres qui, finalement, semblent assez décevants? Aujourd'hui... Allô? Oui, on vous entend. On sent la cuisine et l'organisation derrière vous, votre resto. Je ne vais pas faire de pub, mais je suis dans une très bonne brasserie. Qui est ouverte. Le Café des Templiers à Paris. Bah oui, allons-y. On n'a jamais mieux servi que pour soi-même, c'est le cas de le dire. Alors bon, la question de Joseph. C'est pas mon restaurant. La question de Joseph. Oui, c'est une désillusion en quelque sorte, mais si vous voulez, on a étudié nous ce qui s'est passé à Londres, c'est ce qu'il y a de plus comparable par rapport à Paris. C'est exactement à Londres où il s'est passé la même chose, c'est-à-dire que pendant les JO, les hôtels, les cafés, les bars, les établissements de nuit ont moins bien travaillé. Et par contre, il y a eu un retour après. Donc nous, on regarde, vous gagnerez après. Oui, dans les 12 à 18 mois, parce qu'il va y avoir, malgré les 45 000 barrières, des images magnifiques de Paris. Et puis ça va donner envie de venir. Mais là, je peux vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment les vaches maigres. Il y a plus de touristes, presque pas de touristes étrangers. Il y a plus de tourisme d'affaires a disparu. Il y a plus de salons, il y a plus de séminaires. Bon, donc c'est une période compliquée. Et vous en voulez aujourd'hui à cette classe politique avec notamment cette dissolution? Est-ce que vous pointiez du doigt certains comportements? Est-ce que vous vous êtes senti finalement assez accompagné dans la préparation de ces Jeux Olympiques? Elle aurait aggravé la situation, la dissolution? Oui, alors ça c'est très clair, parce que vous savez qu'il y a aussi des touristes qui regardent la situation politique. Enfin, je voulais avoir fait la dissolution déjà, c'est les premiers 2 dimanches des soldes, où les gens vont généralement dans les restaurants, vous avez des touristes internationaux qui viennent pour faire les soldes à Paris. Ça n'a pas aidé, je pense qu'une dissolution au mois de septembre,
aurait été largement suffisante et elle n'aurait pas libéré la situation de la France, bien au contraire. Donc oui, cette dissolution. Après, la seule chose positive dans tout ça, c'est qu'on a obtenu la mise en place d'une commission d'indemnisation liée au préjudice économique des JO. Parce que non seulement à partir d'aujourd'hui, c'est la zone réservée pour la circulation, mais dès le 18, vous aurez dans la zone grise, là où se passe la cérémonie d'ouverture, tout est bloqué. C'est-à-dire que même pour aller au restaurant ou dans un bar, et si vous êtes à pied, il vous faut une réservation. Donc autrement dit, ça va être très compliqué. Il y avait aussi le dossier de la concurrence des meublés touristiques aussi, pour le nommer très clairement, Airbnb. Est-ce que ce dossier-là était géré de manière satisfaisante pour l'UMI? Ça vous fait sourire, là, on vous entend. Oui, parce que moi, j'ai pas le droit de nommer. Moi, je parle de location meublée touristique de courte durée. Alors, je vais pas les plaindre. Oui, ça me fait rire parce que beaucoup chez eux ont préféré mettre dehors des locataires pour penser gagner au loto. Ils sont loin de gagner au loto parce que les prix moyens. Eux-mêmes, c'est pas rempli, quoi. Voilà. Donc, je vais pas pleurer pour eux. Ce que je peux dire, c'est qu'il vaut mieux aller dans un hôtel parce qu'il reste des chambres disponibles. Le prix moyen est moins cher dans les hôtels parisiens que dans ces locations meublées touristiques de courte durée. Alors quand même, il y a un argument, Franck Delvaux, de la part, pas que les associations de consommateurs, mais du public de manière générale, qui dit, ils se plaignent, mais enfin, ils ont essayé de gagner, des gagnants du loto, en augmentant les tarifs d'une façon éhontée, quoi. Ça, c'est un argument, vous devez bien l'entendre, non? Alors, je l'entends et je me bats contre cette demande depuis plus de 6 mois. Ça a démarré en décembre 2023. Par une étude du FC Que Choisir qui avait ciblé une zone bien particulière et trouvé un hôtel qui avait multiplié son prix par 10. Ce que j'ai désavoué. Non, mais on a parlé de 3 fois, quoi, quand même. 3 fois, 4 fois. Alors, 3 fois, je vous le dis, à Londres, les prix ont été multipliés par 3. À Pékin, par 3. À Paris, aujourd'hui, on sera à moins de 3. On est plutôt à 2, 2,5. En moyenne, parce qu'on parle il y a 220 000 chambres d'hôtel à Paris. On part du 0 étoile au Palace, donc vous voyez, les prix moyens peuvent changer. Mais on est plutôt à 2,5. Et aujourd'hui, on mène beaucoup de phénomènes d'annulation, de clients qui annulent pour réserver en pensant trouver moins cher. Et effectivement, certains hôteliers ont bien baissé les prix et on ne sent même pas à x2. Donc à un moment, c'est une petite musique, si vous voulez, qui a circulé sur les prix chers, sur le fait d'être en télétravail, sur le fait de ne pas prendre les transports en commun parce que tout va être compliqué. Et tout ça, aujourd'hui, on en paye des conséquences. Alors, il pourrait y avoir un effet d'aubaine, finalement, d'ici la fin des Jeux Olympiques. Il y a encore des tickets qui sont disponibles. Alors, on imagine bien que c'est difficile pour les touristes étrangers de s'organiser pour venir à Paris. En revanche, des touristes français, ce serait peut-être envisageable. C'est un appel que vous lance Joseph Ruiz. Voilà. On peut imaginer des prix cassés pour certains Français qui pourraient imaginer venir à Paris en dernière minute. Allez, faites-nous des soldes, là, en direct sur Sud Radio. Tickets et hôtel. Allons-y, un paquet. Écoutez, j'étais avec des hôteliers qui sont vers la gare Saint-Lazare, qui effectivement baissent les prix. Donc aujourd'hui, je peux encourager les Français provinciaux qui veulent venir à Paris, qui veulent voir les JO, parce qu'il y a des chambres disponibles, à aller voir sur les sites internet directs des hôtels et ils vont trouver des prix. Génial. Écoutez, ceux qui veulent encore venir à Paris et assister aux épreuves, on trouvera des tickets et vous trouverez des chambres ou des meublés, comme on dit. Vous voyez à qui je pense. Merci infiniment, Franck Delvaux. Vous revenez bientôt, on espère, avec Joseph Ruiz dans JO, dans tous ses états. Restez avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Ce sont les coulisses des Jeux Olympiques que nous allons essayer tout au long de la semaine avec Joseph Ruiz de vous présenter. On vient de parler des touristes, des hôtels aussi qui veulent les accueillir alors que c'est un peu une désillusion. On l'a vu, on ne sera pas aux 15 millions de touristes espérés, mais peut-être, ça c'est sûr, quelques millions. Et la question de la sécurité est vitale, Joseph. Et là, on va recevoir un policier qui va nous expliquer de qui s'agit-il. Alors, il s'agit de Reda Belhadj, qui est porte-parole du syndicat de police Unité IDF. Bonjour Reda. Bonjour Reda Belhadj. Monsieur Belhadj. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Joseph Ruiz tenait beaucoup à évoquer la question de la sécurité, en particulier dans les gares. Pourquoi cette question, Joseph ? Eh oui, parce qu'on sait que les gares, forcément, seront fréquentées par nombreux touristes français qui vont arriver par les nombreuses gares parisiennes. Alors, Reda Belhadj, est-ce qu'il va y avoir un dispositif particulier sur les gares ? Parce qu'on sait que ce sont des lieux particulièrement compliqués à sécuriser. Oui, il y a un défi de prévention, de dissuasion et de répression.
Ça fait 1 an qu'on se bat justement pour renforcer la sous-direction de la police régionale des transports qui gère l'ensemble de la sécurisation des transports en commun sur la région Île-de-France. Et finalement, on a eu gain de cause. Donc on a enfin touché 186 fonctionnaires qui sont affectés depuis le 9 juillet sur la région parisienne dans cette sous-direction, ce qui va nous permettre justement de pouvoir sécuriser les lieux. Et puis en même temps, on a à titre exceptionnel changé les cycles de travail pour qu'il y ait une présence policière quasiment 24 heures sur 24 qui est adaptée aux horaires des transports en commun. Alors pourquoi est-ce que c'est particulièrement compliqué de sécuriser une gare dans Paris ? Déjà, c'est compliqué parce que tout le monde est au courant qu'il va y avoir les Jeux Olympiques, notamment les délinquants. Et il y a une espèce de... Ils en profitent d'une délinquance itinérante. Ils vont du coup s'établir sur la région parisienne pour justement pour l'appât du gain. Vous avez tout ce qui est vol à la tire, vol à l'arrache, les agressions, les rixes. Il y a tous ces sujets qui vont être justement les collègues vont devoir faire face à ce type de délinquance pendant 1 mois. Reda Bellage, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment ces vidéos sur TikTok ou Instagram de jeunes qui font la chasse dans des lieux touristiques et dans le métro notamment au pickpocket, attention, c'est aussi votre souci là, c'est que vous redoutez la multiplication des agressions de pickpocket discrètes mais bien efficaces, notamment dans les gares, c'est ça ? Oui, beaucoup. Alors, vous avez une partie des effectifs qui seront tenus. Ça va voir. C'est notre devise en quelque sorte, c'est voir et être vu. Voilà. Donc, vous allez avoir des effectifs de police qui vont dissuader au maximum ces délinquants, et puis qui vont prévenir. Et puis, ça va justement enlever ce sentiment d'insécurité. Mais la problématique à laquelle on va faire face, et là, on va avoir besoin d'une justice très ferme, parce que c'est vrai que les pickpockets, on en a beaucoup. Ils utilisent, c'est des réseaux qui sont très organisés et qui utilisent très souvent les mineurs. Et souvent, on interpelle, on a à peine fini de taper la procédure que les malfaiteurs, les délinquants sont déjà dehors. Mais alors du coup, comment est-ce que vous allez faire pour filtrer à l'entrée des gares ? Est-ce qu'il y aura besoin de QR code pour entrer dans une gare ? Même est-ce que, par exemple, quand on arrive de province pour aller vers Paris, on aura besoin d'un QR code pour rentrer dans le train ? Comment est-ce que ça va se passer pour filtrer au mieux ? Parce qu'on comprend qu'il va y avoir de la présence, mais comment éviter que cette délinquance arrive dans la gare ? Écoutez, il va y avoir des accès. La délinquance, elle va surtout se centrer sur les lieux où l'accès est moins restreint. Et c'est là toute la problématique. Donc là, il va falloir qu'on soit optimum et qu'on soit bon. Là, on se prépare. Mais la question de Joseph est très pertinente. Est-ce qu'il va falloir des QR codes pour accéder dans les gares quand on est un citoyen lambda comme lui et moi et qu'on a juste envie d'arriver sur Paris, par exemple ? Non, ça dépend des lieux en fait. Ça dépend si c'est sur des lieux d'épreuve, si ce sont sur des lieux qui sont des zones qui sont ultra sécurisées, là il faudra un QR code. Mais pas nécessairement dans les gares. Sur la plupart des gares, normalement certaines gares sont même fermées ou seront vraiment très difficiles d'accès, mais dans la plupart des gares, il n'y aura pas besoin de QR code. Alors on a compris le discours, en tout cas l'interpellation, si j'ose dire, si je puis me permettre d'utiliser le terme, qui est une image du policier à ses collègues de la justice, parce que vous leur dites, soyez fermes et ne mettez pas notre travail à bas en relâchant immédiatement un jeune sous prétexte qu'il est mineur, alors que par exemple il a été pris en flagrant délit de vol et de pickpocket. Mais j'ai entendu dire que la justice s'était mobilisée elle aussi, et par exemple le parquet de Paris et le parquet de la Seine-Saint-Denis dans le 93 a décidé de mettre des procureurs sur place, à vos côtés, dans le Stade de France. Est-ce qu'il y en aura aussi avec vous dans des lieux stratégiques à Paris et notamment les gares pour prendre des décisions plus rapides ? Écoutez, c'est le dispositif et on est en train de le mettre en place. Déjà, nous, on a eu un peu de mal. On navigue un peu à vue. On a les infos au fur et à mesure. Comme je vous l'ai dit, on a changé nos cycles de travail. Maintenant, on va travailler avec ceux avec qui on va collaborer. Les procureurs, les agents de sécurité de la RATP, les agents de sécurité de la SNCF. Et là, bien sûr, va falloir. C'est un événement qui est exceptionnel. Qui a lieu tous les siècles. Là, va falloir qu'il y ait une seule et même force qui soit en termes de sécurité ou en termes de justice.
Et alors justement, pour vous aider, on a appris qu'il y aurait aussi des policiers étrangers, des forces de l'ordre étrangères qui viendraient, 1750 policiers étrangers, 31 États européens, mais pas que. Il y aura aussi par exemple des blindés gris qu'on peut apercevoir déjà dans les rues de Paris. Ils appartiennent à des forces qataries. Alors comment est-ce que vous allez travailler, parce que je crois que certaines vont notamment aider sur les gares. Comment est-ce que vous allez travailler avec ces forces de l'ordre étrangères, et ils vont servir à quoi? Oui, alors il y a surtout, on va utiliser beaucoup ce qu'on appelle les chiens expo, parce que voilà, c'est prévu que même pendant la Coupe du Monde au Qatar, des effectifs de police français avaient été sur place dans le cadre de la coopération internationale entre polices. Très souvent, quand il y a des événements planétaires, vous avez des policiers soit français, soit étrangers qui se déplacent sur place. Mais on a l'habitude de travailler avec eux. Moi, il y a une vingtaine d'années, quand j'étais affecté en bac local, très régulièrement, une fois tous les 2 ans, il y avait un policier allemand qui venait tourner avec nous, ou un policier grec, pour voir comment on fonctionnait. Et là, ce sera pareil, vous allez bosser en binôme, en gros? Oui, sur certains dispositifs très particuliers, on sera en binôme. Mais donc ça veut dire que par exemple, les policiers qataris, il y a une polémique qui a commencé à naître, ils vont pas pouvoir faire de contrôle d'identité, interpeller, ils vont être là pour vous aider. Par exemple, vous nous avez dit avec les chiens explos, c'est ça? C'est les chiens qui reniflent les explosifs éventuels, c'est ça? Exactement. Eux, ils ont un rayon d'intervention plus dans l'assistance. Maintenant, la responsabilité de l'intervention, ce sera le chef d'équipe ou le chef de bord, selon s'ils sont véhiculés ou en pédestre, sera français, sera policier français ou gendarme. Oui, donc police judiciaire française, donc toutes les règles seront respectées, les procédures. Tout à fait. Une dernière question de Joseph Ruiz. Oui, les Jeux Olympiques vont démarrer dans 11 jours. On imagine que les derniers éléments se mettent en place. 35 000 policiers et gendarmes français chaque jour présents, 18 000 militaires. Les derniers exercices se font. Dans les gares notamment, on imagine que vous avez répété à de nombreuses reprises en cas, par exemple, d'incidents terroristes. Comment est-ce que ça va se passer pour les Français? Oui, vous savez, on est formé depuis le Bataclan à ce qu'on appelle la simulation de tuerie de masse. On intervient, on bloque par exemple un centre commercial et on met les pompiers, les policiers, les polices municipales, on met la justice aussi. Et là, on intervient dans le cadre d'un acte terroriste simulé. Donc on s'est beaucoup entraîné, on a beaucoup travaillé par rapport à ça. Après, vous allez aussi avoir un travail sur la banlieue, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que Paris intramuros, il y a aussi la banlieue. Vous avez parlé de Saint-Denis tout à l'heure, qui va être crucial dans le dispositif aussi. Et donc du coup, on a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup entraîné, on s'est bien préparé en tout ce qui concerne aussi le maintien de l'ordre et les services d'ordre. Oui. Merci infiniment Reda Belhadj d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes porte-parole du syndicat de police Unité pour l'Île-de-France. Vous nous avez éclairé sur la façon dont vous allez travailler avec la justice, avec vos collègues étrangers pour sécuriser notamment les lieux d'accueil des touristes et des touristes français, en tout cas de ceux qui arrivent par les trains dans les gares parisiennes. Merci infiniment à vous et peut-être une autre fois sur Sud Radio. Vous restez avec nous, c'est les JO dans tous leurs états avec Joseph Ruiz. Vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Et avec Joseph, nous vous proposons les coulisses des Jeux Olympiques. Et dans cette heure, 12h, 13h, tous les jours, avec ces coulisses des JO, eh bien, il y aura un journal d'actualité sur les JO. Et c'est Quentin Gérard qui nous le présente ce matin. De quoi on va parler, Joseph? Eh bien, on va parler de 3 informations. Les voies réservées pour les Jeux Olympiques, la flamme à Paris et la baignade de la ministre des Sports. Donc ce lundi, les 185 km de route spéciale voie olympique ouvrent en Île-de-France, Quentin. Le périphérique est concerné de la porte de Vanves à la porte de Bercy, tout comme le boulevard autour de la Défense et plusieurs rues dans Paris. Certaines autoroutes sont aussi affectées, comme la A1 entre la porte de la Chapelle et Roissy-Charles de Gaulle, ou la A13 de la porte Maillot jusqu'à Rocancourt dans les Yvelines. Objectif, permettre aux athlètes, journalistes ou autres officiels de se rendre rapidement sur les lieux des épreuves. Ces voies spéciales sont ouvertes du 15 juillet au 13 août, puis du
du 22 août au 11 septembre. Pour éviter aux automobilistes de se tromper de route, des signalisations spéciales sont mises en place, que ce soit des panneaux fixes ou des portiques, avec le logo des Jeux et la mention Paris 2024. Tout véhicule circulant sur une voie olympique sans autorisation pourra se voir verbalisé d'une amende de 135 €. Et la flamme qui entame son 2e jour dans la capitale. Oui, elle est arrivée à Paris hier pour la fête nationale, passant des Champs-Élysées à l'Assemblée nationale et au Louvre. Alors que l'on entend la liesse des spectateurs hier venus voir des passages rue des Martyrs dans le 9e arrondissement. Ouais, ça a marché déjà. Hein. Oui. Peu avant minuit, Yannick Noah a d'ailleurs embrasé le chaudron olympique devant l'hôtel de ville. Après avoir passé la nuit dans la mairie, aujourd'hui la flamme poursuit sa traversée de Paris, de la porte de la Chapelle jusqu'à la place de la République. Elle est déjà passée ce matin par Montmartre, le Moulin Rouge et l'Arc de Triomphe. Cet après-midi, direction la Tour Eiffel, la butte aux Cailles et place de la Bastille. Arrivée prévue place de la République peu avant 21h, où un concert sera donné pour l'occasion. Elle va ensuite quitter la capitale pour rejoindre l'Aisne, l'Oise, puis les départements d'Île-de-France, où elle sera de retour le 26 juillet pour la cérémonie d'ouverture. Et oui, il faudra la flamme sur les bateaux parisiens, sur la Seine. Et un concert sympa prévu. Et Quentin, moins de 2 semaines avant le début des Jeux Olympiques, on a assisté donc à la baignade de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Oui, combinaison noire et bonnet sur la tête. On est samedi, la ministre glisse pour une première fois dans la Seine. J'y suis, allez. Bonjour. C'est elle. Oui, c'est bien la ministre. Hein. Oui, tout à l'heure, il y avait un de nos débatteurs, une de nos débatteuses qui disait c'est une gosse, c'est une vraie gosse. Enfin, elle est fabuleuse, la Seine, elle est douce, disait-elle. Elle a glissé sur les pièces vaseuses de la Seine. C'est pas fini. Quelques minutes après, justement, Amélie Oudéa-Castéra donne son ressenti à un journaliste de BFM TV et plonge une seconde fois. Fabuleux, quel bonheur. C'est juste génial. Voilà, bonheur total. Promesse tenue, engagement tenu, pari tenu. Elle est douce en plus, elle est bonne, 20 degrés, génial. Et je vais plonger là. On va le vivre en direct sur BFM TV, le 2e plongeon de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, depuis le pont des Invalides. Et voilà le 2e plongeon, voilà, c'est comme dans une piscine. Le courant est assez fort pour le moment ici dans la Seine, même s'il permet, ce courant qui est assez fort, il permet la tenue des épreuves olympiques. Et on la voit emportée par ce courant, mais tout va bien, rassurez-vous, la ministre a pu remonter. Amélie Oudéa-Castéra, semble-t-il, a grillé la politesse à Anne Hidalgo. Bah oui, on se moque, mais il faut bien reconnaître qu'après tout, la promesse est tenue, quoi. Il y en a une qui s'est baignée. Et ben justement, la maire de Paris, qui a repoussé sa baignade une première fois, prévoit de se jeter dans la Seine mercredi. Et pour finir ce journal, une bonne nouvelle, toujours avec la Seine, les autorités ont annoncé de bons résultats concernant l'analyse de l'eau. Il vaut mieux, quand même. C'est mieux, effectivement. Je sais pas vous, mais moi, quand j'entends Amélie Oudéa-Castéra me parler de la Seine comme si c'était les gorges de l'Ardèche, j'ai presque envie d'y aller. C'est tellement beau, les gorges de l'Ardèche, c'est autre chose. Et Louis est tellement saine. Merci, Quentin Girard, pour ce journal. On vous retrouvera demain, donc à 12h30, dans ces JO, dans tous leurs états. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Un petit rendez-vous qu'on espère souriant quand même tous les jours entre midi et 13h pour les coulisses des Jeux Olympiques. Alors la question que Joseph Ruiz voulait que nous nous posions ce matin, c'est au fond, est-ce que la France a un dispositif, un état d'esprit, une culture du sport? Est-ce que la France est un pays de sport, a fortiori, alors que depuis 100 ans, puisque c'était 1924 les JO de Paris, est-ce que 100 ans après, on est devenu un grand pays du sport? Joseph, pourquoi vous vouliez nous poser la question? Je trouve ça très intéressant de recevoir Guillaume Ditch, qui est enseignant agrégé d'EPS en STAPS, qui est auteur EPS, de sport, quoi. Exactement, de sport, qui est auteur de Une histoire politique de l'EPS. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour Joseph, bonjour à tous. Je trouvais ça très intéressant d'aborder cette question parce que Florent Manodou, notre porte-drapeau, avait notamment évoqué que le sport n'est pas dans notre culture française et il avait été finalement confirmé dans cette analyse par Teddy Riner, une autre légende du sport français. Et Guillaume, du coup, on sent qu'il y a une espèce de décalage entre les grands athlètes français et peut-être la population globale qui pratique le sport peut-être pour un hobby plus que dans la compétition. Alors Guillaume, est-ce que... Quelle est votre vision à vous, qui êtes prof de sport, quoi? Oui, alors justement, sur cette idée décalage, je pense qu'il y a déjà une confusion
dans la manière dont on peut définir cette idée que la France serait ou non un pays de sport. Et Florent Manodou, Teddy Riner, effectivement, apporté leur expertise, leur regard de sportif de haut niveau. Donc simplement, je dirais qu'il y a une confusion entre le sport qui se regarde, ce qu'on va faire là pendant 2 semaines pendant les Jeux, le sport qui se pratique pour tout un chacun au niveau amateur, mais aussi le sport qui s'enseigne, notamment la culture du sport et peut-être la discipline EPS qui est obligatoire et présente à l'école. Oui, mais justement, ce qui est quand même paradoxal, c'est que on se pose la question de savoir si la France est un pays de sport. Mais l'armée, si je puis me permettre, de professeurs d'EPS, dont vous faites partie, sont quand même des gens qui ont un niveau de formation aujourd'hui, un des meilleurs au monde, y compris en matière de nutrition, en matière d'anatomie, bien entendu, de physiologie, et tout ça au service de l'effort physique depuis la plus tendre enfance jusqu'à l'âge adulte. Et ça sert à quelque chose, ça porte ses fruits pour vous ou pas? Alors, je pense qu'il y a 2 éléments à apporter. Effectivement, déjà, il y a cette originalité en France avec une discipline, l'EPS, qui est obligatoire de l'école au lycée, mais avec une réalité aussi liée à la France. C'est qu'il y a aussi un manque de reconnaissance, alors de la discipline EPS, mais aussi de la culture du sport dans notre pays. Simplement 2 éléments un peu concrets, mais il y a déjà encore aujourd'hui, je dirais en 2024, ce dualisme un peu entre les disciplines un peu dites intellectuelles et justement les disciplines plus pratiques liées au corps. Et donc il y a l'EPS, voire parfois un mépris. Ça veut dire qu'on vous prend pour des sous-profs? Certains. Je ne dirais pas qu'on est sous-prof parce que c'est une évolution des mentalités autant à l'école, je pense qu'au niveau des parents. Mais à la réalité, disons-le simplement, c'est que l'EPS est la seule discipline où vous pouvez encore aujourd'hui être dispensé. Donc dans la réalité, c'est finalement vous pouvez être dispensé d'un cours, alors que finalement on se poserait pas cette question en français et en mathématiques, ça ne viendrait pas à l'idée, parents d'élèves, de dispenser un enfant de français et mathématiques, quand bien même il aurait des difficultés. Ouais, ce que vous nous dites, c'est qu'un agrégé de philo, un agrégé de maths, c'est pris au sérieux, mais qu'un agrégé d'EPS, c'est pas pris au sérieux, alors que pourtant il a des connaissances considérables. C'est une réalité, mais de là il y a un deuxième élément, c'est que on a peut-être aussi tendance à réduire la discipline EPS à un simple temps de pratique sportive, disons-le directement, de défoulement, alors que la réalité, aujourd'hui justement, puisque vous parlez de différentes sciences, la réalité c'est qu'aujourd'hui par le sport, l'éducation par le sport, elle permet quand même différentes compétences vraiment sociales, simplement, je dirais l'estime de soi, la confiance en soi, être capable aussi d'être solidaire, d'oser s'engager, finalement des compétences qui dépassent largement le sport et qui demain permettront à des jeunes de s'insérer plus facilement en société ou dans un futur métier. Alors, et là, je pense qu'il y a encore un chemin à mener. Justement, dans le livre que vous venez d'écrire, qui s'appelle Les jeunes et le sport, qui est d'ailleurs aux éditions Debuck Supérieur, vous appelez cette génération les Zoomers, en opposition à celle des Boomers. Alors c'est assez intéressant parce qu'au final, cette génération-là, elle est très portée sur le numérique. Est-ce que vous avez l'impression de jeunes qui sont passionnés par le sport quand vous les avez? Attention, Guillaume Ditch, vous avez dans le studio un Zoomer, c'est Joseph Ruiz, et un Boomer, c'est votre serviteur avec la barbe brise. Alors donc, qu'est-ce qu'il en est des Zoomers? Moi, je suis entre les 2 générations, donc c'est bien. Je vais pouvoir... Faites la synthèse. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous sauver tous les deux. Non, mais simplement, il y a effectivement 2 réalités. Cette génération Z qui est née en fait fin des années 90, début des années 2000, la réalité, c'est qu'ils sont nés effectivement à l'ère du numérique. Donc c'est pas tant qu'ils n'ont plus de la passion du sport, c'est simplement, et je pense qu'il faut l'accepter, peut-être l'autre génération, alors les boomers, et c'est pas péjoratif ce que je dis, il faut accepter cette idée que peut-être le sport se pratique aujourd'hui différemment. Je vais donner un exemple simple, mais par des communautés sur les réseaux sociaux, avec des outils et des objets connectés. Mais la passion du sport, elle est toujours bien présente. Simplement, elle se pratique peut-être différemment. Et il y a une réalité aussi aujourd'hui par rapport à l'ancienne génération, et je vais aussi m'intégrer dans cette génération, c'est qu'aujourd'hui les jeunes ils pratiquent plus simplement un sport de compétition, mais ils sont sur du zapping sportif, sur de la multipratique, le plaisir, la santé et pas que la performance. Et est-ce que vous avez l'impression que ces JO ils peuvent servir à quelque chose finalement? Quel peut être l'héritage des Jeux pour les Français? Alors, les Jeux, et un peu à l'image des Jeux de Londres notamment, où on avait étudié un peu l'impact sur une population, c'est pas une condition suffisante pour transformer fondamentalement une culture des mentalités. Par contre, ça peut effectivement, et c'est tout l'enjeu de l'héritage, permettre effectivement de créer une dynamique, peut-être aussi amener une population à mieux prendre en considération cette idée d'avoir de l'activité physique, du sport dans son quotidien, mais c'est pas une condition suffisante. Donc l'enjeu de l'héritage, et donc après les Jeux aussi paralympiques, ça va être aussi évidemment les moyens qui vont être mis à hauteur,
pas simplement sur les installations sportives, mais aussi l'accompagnement. Donc les enseignants, les éducateurs, comment amener une population à effectivement avoir ce goût pour une pratique sportive. Et là, on a un contexte politique qui nous amène quelques inquiétudes, mais j'espère effectivement qu'on sera. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous inquiète? Dites-nous ce qui vous inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est que la réalité, c'est que dans une période d'austérité, vous avez eu des budgétaires, notamment sur les crédits sport, principalement sur justement les dispositifs, je vais en citer quelques-uns, mais le parasport, la rénovation des installations sportives. Sauf que la réalité, c'est qu'en septembre, les fédérations sportives, elles s'attendent à un afflux de licenciés. Si on pense, si les c'est bien ça, non? Alors, la réalité, c'est que si on a un afflux licencié, la France ne sera pas en capacité, en tout cas dans l'état actuel, de pouvoir accompagner des jeunes, des enfants. Je dis bien tout autant à travers les installations sportives que simplement à travers des éducateurs. Là, on va vous accuser d'être un peu paradoxaux, parce que quand même, là, on voudrait que la France soit un pays de sport, et puis s'il y a trop de licenciés à la rentrée, parce qu'il y a un engouement après l'émotion que va susciter les Jeux Olympiques, alors on va se plaindre parce qu'on ne serait pas en capacité de les accueillir. C'est quand même dommage, non? Pour moi, c'est pas paradoxal et c'est pas une plainte, c'est justement dans cette idée que un grand événement, quand je vous disais que c'est pas une condition suffisante, nécessairement on se questionne surtout sur l'impact en termes d'héritage. Donc j'ose espérer effectivement que les fédérations, mais aussi le Comité national olympique, a anticipé cet afflux pour justement accueillir les enfants et surtout, puisque vous parlez des enseignants de PES, avoir aussi des éducateurs et une formation de haut niveau. Parce que faire du sport et le mettre dans son quotidien, ça demande justement un encadrement de qualité. Oh. Et pour cela, je suis très positif au contraire. Et j'imagine que le ministère des Sports a anticipé effectivement cet afflux. Joseph Ruiz. Est-ce que le message que vous souhaitez passer, on a l'impression, et vous dites s'il est bien compris, c'est que le sport est hautement politique finalement. Et est-ce que c'est ce que vous essayez de dire et vous essayez par là de dire aux politiques de demain, aidez-nous? Le sport est politique et à partir du moment où effectivement on souhaite en France qu'il soit vraiment un bien culturel, mais je dis un bien culturel, mais partagé par toute une population, quel que soit le genre, quelles que soient les conditions sociales ou autres, nécessairement effectivement ça demande un investissement des politiques publiques. Mais le sport, encore une fois, c'est pas juste à travers le ministère des Sports, c'est vraiment une politique interministérielle qui peut permettre peut-être de répondre aux défis de notre société, l'inclusion, la mixité ou encore l'enjeu environnemental. La durabilité. Ce qui va être déterminant quand même dans tout ça, que ce soit les Français ou les autres, ça va être les moments d'émotion et les images qu'on va retenir des JO. C'est-à-dire, on se souviendra que Teddy Riner a gagné pour la énième fois et qu'il est encore le patron finalement dans le judo, ou qu'une telle a réussi ses 6 mètres, ou que le lancer du poids, ou que telle nageuse écrase tout. Enfin voilà, qu'elle soit chinoise, britannique, espagnole ou brésilienne ou français, non, c'est ça qui va être déterminant. On espère tous avoir des étoiles dans les yeux. Oui, bien sûr. C'est nécessairement partie du récit, un peu la mémoire effectivement de tous ces grands événements. Là, on parle des Jeux, mais finalement toutes les courses en ce moment, le Tour de France, Roland Garros, tous ces grands événements, les Coupes du Monde ou autres, qui marque effectivement une société. Mais juste un point peut-être de nuance, c'est que cette médiatisation, vous citez Teddy Riner ou d'autres sportifs, il faut aussi qu'elle puisse, à un moment donné, je dirais, être diffusée à l'ensemble de la population. Et être bénéfique, Parce qu'il y a quand même un écart entre la très haute performance et les réalités quotidiennes des personnes. Ouais. Et je pense que c'est pour ça, pour moi, c'est pas du tout du JO bashing, mais c'est accepter aussi que pour certaines populations, dans d'autres situations sociales, peut-être éloignées de cette culture sportive, ça ne va pas forcément marquer ces populations. Donc, je pense qu'il faut aussi parler, pas simplement aux convertis, peut-être vous comme moi, mais aussi aux personnes qui ne voient pas toujours l'intérêt d'un grand événement. Ouais, on verra ça notamment avec les audiences télé. En tout cas, c'est pas n'importe quelle médaille d'or d'être agrégé comme vous d'EPS en STAPS, enseignant agrégé. Guillaume Ditch, merci infiniment d'avoir été avec nous. Vous êtes l'auteur des Jeunes et du sport. Pensez la société de demain aux éditions de Buck Supérieur. Merci infiniment d'avoir été en direct sur Sud Radio avec Joseph Ruiz. On se retrouve tout de suite. Restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz.
On voudrait essayer de vous proposer tous les jours, avec le sourire bien sûr, les coulisses ou des éléments des coulisses des Jeux Olympiques qui se déroulent, donc vous le savez, à Paris. Ça y est, on y est déjà, parce que pour nous qui traversons Paris tous les jours, et notamment le matin pour venir dans les studios de Sud Radio, c'est de plus en plus compliqué, mais ça, c'est un lieu commun, tout le monde l'a dit. Alors, on va se poser une question, parce que les Jeux, ce sont bien sûr les performances sportives, ce sont bien entendu les médailles ou la déception, bien sûr, c'est l'organisation technique, les touristes, tous ceux qui vont venir assister. Et puis, il y a une dimension géopolitique, parce que les sportifs sont de grands champions, certes, les meilleurs dans leur nation, dans leur pays respectif, mais ils les représentent. Et donc, la géopolitique du sport, c'est une question importante. Et cette année, eh bien, il y a une question qui est: quelle va être la place que l'on va pouvoir donner, ou non d'ailleurs, aux athlètes russes? Les athlètes russes seront-ils présents pendant les Jeux Olympiques? C'est la question qu'on posait Kevin Vessière. Bonjour, monsieur Vessière. Bonjour. Vous êtes professeur en géopolitique du sport, auteur de Géolympics, les grandes histoires géopolitiques des JO. Joseph Ruiz. Et c'est aux éditions Max Milo. Et alors, du coup, cette question directe, Kevin Vessière, est-ce que, oui ou non, on aura des athlètes russes à Paris? Est-ce qualité avec une délégation officielle? Alors oui, il y aura des athlètes russes qui seront présents à Paris, mais de manière réduite, parce que là on est actuellement à 16 athlètes russes inscrits. Par contre, ils participeront non pas sous bannière de la Russie, mais sous bannière neutre. Donc c'est-à-dire que ils seront présents, mais sans hymne, sans drapeau, sans éléments en tout cas représentant la Russie. Ils ne seront aussi pas présents à la cérémonie d'ouverture du fait de la réglementation du CIO suite à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors comment ça a été justifié, cette présence-là? On sait que le CIO a mis énormément de temps à valider la présence d'athlètes russes, même si c'est sur bannière neutre. Comment est-ce que ça a été justifié par le CIO? Il faut remonter un petit peu dans le temps. Il faut savoir que lorsque la Russie a lancé la guerre contre l'Ukraine, il y avait une crainte, en tout cas, du monde occidental d'une troisième guerre mondiale. Le CIO, qui est plutôt orienté vers aussi l'Occident, avait pris des sanctions, notamment en appelant les fédérations internationales sportives à exclure les athlètes et les équipes représentant la Russie des compétitions. Après, depuis, la guerre a perduré, mais les JO se sont rapprochés et le CIO a tenté de revenir à une position neutre, politique, tout en prenant conscience aussi que s'il prenait une décision de les réintégrer pleinement la Russie, il y avait un risque de politisation du sport et aussi un risque peut-être de boycott de l'Ukraine. Donc il y a eu une réglementation qui a été mise en place avec des conditions pour que les athlètes russes participent aux Jeux de Paris 2024 à minima, donc c'est-à-dire sous bannière neutre, à titre individuel. Il n'y ait pas de soutien explicite à la guerre en Ukraine et qui soit conforme en tout cas aux normes antidopage, puisqu'il y a un passif entre la Russie et le dopage. Comment la décision a été accueillie du côté de Vladimir Poutine notamment? Par Vladimir Poutine et par la Russie, elle a été mal accueillie parce que pour eux, en tout cas, ils voient cela comme une manière de mettre sous le tapis en fait finalement la Russie et de ne pas pouvoir participer à l'une des plus grandes compétitions sportives, avec des discours assez virulents entre le CIO et la Russie. Mais en tout cas, le CIO ne veut pas que ces JO servent de plateforme de politisation du sport. Et on sait que la Russie et le sport, ça a été souvent une affaire de politisation à travers les JO de Sochi ou même à travers les JO de Tokyo de la dernière édition, où la Russie aussi était normalement exclue et devait participer sous bannière neutre, notamment du fait des normes antidopage. Mais en fait, finalement, ils ont pu participer avec leur couleur et avec un hymne rappelant en tout cas la Russie. Donc là, les normes ont été en tout cas plus sévères pour cette édition-là. Oui, mais Kevin Vessière, je vais me faire l'avocat du diable, ou en tout cas l'avocat des Russes, là, quelques instants. Vous êtes un observateur, un historien, un professeur en géopolitique, un historien des histoires de la géopolitique des JO. Franchement, est-ce qu'on n'est pas dans l'hypocrisie absolue? Parce qu'en réalité, on fait de la politique en disant on veut pas des Russes, c'est une façon de prendre position, et pourquoi pas, mais pour l'Ukraine, une façon de réduire en quelque sorte la qualité des athlètes russes, alors qu'ils seront là, précisément, vous venez de nous l'expliquer, sans bannière, sans drapeau, sans hymne national. On n'est pas dans l'hypocrisie complète, là? Je ne parlerai pas d'hypocrisie. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le CIO, c'est une organisation qui a été fondée en Europe de l'Ouest, après qui a aussi, de par ses présidents et de par ses premiers jeux, en tout cas, quand même une touche qui est tournée aussi vers l'Occident. Et que du fait en tout cas de cette guerre qui pouvait un peu plus impacter en tout cas le microcosme du CIO, même si le CIO est à vocation
mondiale et universelle avec 206 nations présentes, et ils ont pris des sanctions lourdes contre la Russie. Mais après, par contre, la question se pose effectivement, si ces sanctions ont été prises contre la Russie, pourquoi est-ce qu'elles n'auraient pas pu être reprises contre un autre pays qui a lancé une offensive militaire contre un autre pays. Donc c'est pour ça que là-dessus, le CIO en tout cas a été très embêté après sa décision et à l'approche des JO Paris 2024, et qu'ils ont essayé de mettre en place une solution pour à la fois revenir à une neutralité politique et que les athlètes ne soient pas finalement responsables des actes de leur gouvernement, mais tout en finalement préservant aussi la participation de l'Ukraine. Et puis s'il y avait un boycott de l'Ukraine, ça aurait entraîné peut-être aussi un boycott de ses alliés. Donc c'est pour ça que question de Joseph Ruiz. Merci, pardon. Et du coup, est-ce qu'on peut imaginer des confrontations entre Ukrainiens et Russes? Comment ça se passe ça pendant les Jeux Olympiques? On fait attention. Après, j'ai pas étudié en détail s'il y avait effectivement des confrontations entre Ukrainiens et athlètes russes, mais après c'est tout à fait possible. Je pense notamment au tennis, où là c'est les cas aussi où on avait pu voir effectivement des gestes aussi politiques de la part des athlètes ukrainiens qui parfois ne voulaient pas serrer la main aux athlètes russes ou biélorusses. Il y a que les... Ah oui, voilà, c'est ça. Il y a aussi les Biélorusses dont on a finalement assez peu parlé. Alliés des Russes dans le conflit. Est-ce qu'il n'y a que les Russes qui sont visés par cette décision-là, ou est-ce qu'il y en a d'autres, et notamment les Biélorusses? C'est les deux seules nations? Alors pour cette édition, effectivement, c'est les deux seules nations qui seront sous bannière neutre. Donc la bannière, ce sera athlète individual neutral qui sera présente. Donc pour les athlètes russes et biélorusses, donc ils seront sous cette bannière-là. Pas présent à la cérémonie d'ouverture, et s'ils gagnent une médaille, en tout cas, il n'y aura pas les hymnes et pas les drapeaux qui seront joués, mais ce sera la bannière olympique et l'hymne olympique qui seront joués. Et ça a déjà été le cas par le passé pour des situations de conflit, notamment on pense au cas de la Yougoslavie, qui avait été aussi exclue en 92 suite aux guerres de Yougoslavie. Et les athlètes avaient aussi participé. On va peut-être, Kevin Vessière, avoir des situations surréalistes avec finalement sur le podium un Russe en or avec une bannière olympique, et puis un athlète ukrainien en argent qui serait à ses côtés, dont on entendra l'hymne. Enfin, ça va être un petit peu, c'est pour ça que je parlais d'hypocrisie, un petit peu bancal. Dans quelle discipline sont-ils forts, les Russes, là, encore aujourd'hui? Vous pouvez nous dire un peu, Kevin Vessière, ce que vous imaginez? De ce que j'ai pu regarder de mon côté, comme je vous l'ai dit, il y aura pour l'instant, il n'y a que 16 athlètes russes qui sont inscrits et 17 athlètes biélorusses, sachant que certaines fédérations... C'est quoi les disciplines les plus présentes? Le tennis, c'est aussi la lutte et l'haltérophilie, je crois, mais par exemple, vous avez la fédération de lutte russe qui a décidé finalement de ne pas participer parce que pour eux, les conditions... étaient trop contraignantes pour en tout cas participer à ces Jeux Olympiques. Donc vous avez certaines fédérations sportives russes, athlètes russes qui ne participent pas aux Jeux parce qu'ils trouvent que les conditions de participation sont pas acceptables de leur côté. Merci beaucoup, professeur en géopolitique du sport, Kevin Vessière, qui nous a éclairé et nous avons tenté de répondre à cette question qui est une des questions coulisses des JO dans tous leurs états. Les athlètes russes seront-ils présents ou non pendant les Jeux Olympiques? Je voudrais remercier ce matin Joseph Ruiz, avec qui nous avons monté cette première de ce rendez-vous qui durera, j'espère, plus que cet été. Amélie Béguin, bien sûr, Thibaut Sadler et Jamel Abdelak qui nous ont accompagnés toute la matinée pour ce 10-13 sur les grands débats de l'été et notamment les coulisses des Jeux Olympiques. On se retrouve demain, mardi. Très bonne journée avec nous sur Sud Radio, bien sûr. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.